nous accueillons le docteur Philippe Chawat de la pédiatrie. Et donc, voilà, on invite nos collègues pédiatres. Finalement, médecine interne pédiatrique et la médecine interne adulte ont quand même pas mal de recouvrement, mais néanmoins avec quand même comme on va le voir, avec quand même certaines spécificités. Et donc, le fait d'aborder la problématique de fièvre prolongée ou de fièvre d'origine indéterminée me paraissait intéressant avec deux cas qui vont vous être présentés. Philippe, c'est à toi. Voilà. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi de pouvoir vous présenter deux cas de fièvre prolongée qu'on a eu l'année passée dans le service de pédiatrie et d'essayer de vous montrer un petit peu la démarche clinique qui a été faite. Alors, l'idée, c'est d'être un peu interactif. Donc, de temps en temps, je m'interromprai pour voir si vous avez des propositions d'examen à faire chez ces deux patients que vous allez apprendre à connaître. Et puis, on y aura quelques mots d'explication sur les diagnostics qui ont été retrouvés chez eux et une petite discussion à la fin sur une réflexion qu'on s'est fait suite à la mise au point de ces deux patients par rapport à une prise en charge pédiatrique qui est parfois un peu différente de celle qu'on propose en médecine adulte. Voilà. Alors, il n'y a pas de consensus pour la fièvre prolongée chez l'enfant. La plupart du temps, on parle de 15 à 21 jours de température, mais dans certains articles, ils parlent plutôt de plus de 5 jours sans interruption chez les nourrissons. Et c'est un peu normal puisque nous, on commence à s'inquiéter quand les nourrissons sont fébriles de manière trop prolongée. On commence à réfléchir un petit peu plus. Et ils parlent de plus de 7 jours chez l'enfant un peu plus grand. Alors, pour nous, température, a priori, on parle de 38, mais pour l'Académie américaine de pédiatrie, il parle de 38 avant 6 mois et de plus de 38,3 à partir de 6 mois en température rectale, puisque je vous rappelle que les enfants ont cette particularité d'avoir des mesures de température qui se font un peu différemment que chez l'adulte, puisque très régulièrement, nous, on prend en rectal, éventuellement en buccal chez les enfants plus grands. La mesure frontale n'est pas recommandée et la mesure auriculaire et axillaire est relativement controversée dans les articles parce que sujette à des variations importante. Alors, donc, il y a une définition de l'American Academy of Pediatrics qui parle de fièvre qui dure donc plus de 2 semaines, sans cause trouvée à l'interrogatoire ni à l'examen clinique bien conduit et non déterminé par les tests diagnostiques simples. Quelques spécificités pédiatriques, on est, nous, très souvent confrontés à des patients qui ne peuvent pas expliquer leurs symptômes, et donc on a essentiellement une hétéroanamnèse qu'il importe de répéter plusieurs fois pour être sûr qu'il n'y a rien qui a échappé aux parents, même si ça leur paraissait un peu anodin. Il y a un problème de gestion de la douleur, y compris dans la réalisation des examens qu'on va leur faire faire. Les prises de sang sont plus difficiles, la mise en place des cathéters sont plus difficiles. Il y a la limitation aussi, enfin la nécessité de faire attention à des examens potentiellement invasifs et potentiellement plus irradiants pour eux, et la nécessité éventuelle des narcoses, puisque certaines résonances, par exemple, qu'on doit organiser pour des plus petits doivent se faire sous narcose. C'est vrai aussi pour le PET scan qui pourrait parfois être nécessaire sous narcose chez des enfants trop agités, et donc on doit réfléchir à tout ça. Alors, quand on regarde un peu les étiologies et fièvres prolongées dans les articles, on voit bien sûr que les maladies infectieuses prédominent en pédiatrie, qu'on voit aussi un certain nombre de maladies inflammatoires, et en particulier le syndrome de Kawasaki et la maladie de Steele, qui est la forme systémique de l'arthrite juvénile idiopathique. Et on retrouve également des néoplasies et un certain nombre de maladies rares, certaines génétiques, notamment certaines fièvres périodiques, avec des déficits en mévalonate kinase, le SICA, le TRAPS, le MAPS, dont on ne parlera pas aujourd'hui. Il y a quand même 10 à 20% des cas où finalement aucune cause n'est retrouvée et on voit que finalement la fièvre finit par se résoudre spontanément sans étiologie avérée, démontrée. Alors on trouve dans les textbooks plein de tableaux qui font référence aux sites d'infection potentiels et de ce qu'on pourrait rechercher, mais aussi des germes en fonction des vecteurs retrouvés à l'anamnèse. On peut les trouver voilà, comme ça. Et il y a des démarches cliniques qui sont proposées dans différents textbooks. Ça, c'en est une. Celle-ci, j'insiste juste un petit peu parce qu'elle a été faite par l'Académie française de pédiatrie. Et donc, c'est assez intéressant, je trouve, puisqu'il parle ici donc d'organigrammes décisionnels. Bien sûr, s'assurer que ce n'est pas des fausses fièvres, s'assurer qu'il n'y a pas des fièvres médicamenteuses et envisager éventuellement à un certain moment d'arrêter les traitements, soit pour faire des fenêtres thérapeutiques, soit pour vérifier notamment que des corticothérapies éventuelles n'influencent pas ou que les traitements ne sont pas eux-mêmes responsables de la température. Il parle de deuxième intention, dépistage tuberculine, de certaines pathologies virales, et de troisième intention, d'examen d'imagerie plus avéré, plus poussé. Alors, j'enchaîne tout de suite sur la première histoire. Alors, la première histoire, c'est Lily. Lily, elle a 14 ans. Et Lily, ça fait à peu près 3 mois. Il y a 3 mois, elle a fait de la température jusqu'à 39 dans le cadre d'un syndrome grippal, traité symptomatiquement. Mais les parents disent que même si elle allait un petit peu mieux, elle a toujours continué à faire de la température autour de 38, 38,5. Il y a 2 mois, elle a refait un épisode de symptômes plutôt respiratoires. Et donc, son médecin traitant qui l'a vue a trouvé une otite, pensait qu'elle avait un mycoplasme.
et a décidé de la mettre sous Zitromax avec un traitement local ORL. Alors, sur le plan ORL, les choses se sont améliorées, mais les parents ont quand même signalé que la température persistait. Et donc, le médecin traitant l'a réévaluée. Il pensait qu'elle avait peut-être une sinusite. Et donc, comme le Zitromax n'avait pas porté ses fruits, il a décidé de la mettre sous Eusaprime forte pendant une période d'une dizaine de jours. C'était ce qui était prévu, à part qu'après à peu près une semaine, Lily a développé un rash polymorphe avec une composante urticarienne. Et donc, le médecin a considéré que c'était probablement une réaction allergique à l'Eusaprime et a décidé de la mettre sous Medrol. Alors, on peut discuter, parce que même pour une réaction allergique, elle a reçu finalement 12 jours de Medrol à dose digressive par palier de 4 jours. Et la seule indication qu'on a à ce moment-là, c'est qu'en tout cas, l'urticaire a cédé sous Medrol. Et les parents signalent quand même qu'il n'y a plus de température pendant à peu près une semaine sous corticothérapie, si ce n'est que quand elle est arrivée à 4 mg, la température est réapparue. Alors, dans son anamnèse, elle semble avoir perdu à peu près 1 kg sur les derniers mois. Elle n'a pas fait de voyage récent dans des régions très exotiques, puisqu'elle est partie en Grèce, en Pologne, en France et en Allemagne, aux Pays-Bas. Il y a une notion de piqûre de tique dans son histoire médicale et l'acquisition d'un chat assez récent. Dans ses antécédents, elle a, alors c'est un peu anecdotique, elle a un syndrome de Morning Glory, qui est une anomalie ophtalmologique, mais qui n'a en principe pas d'impact sur sa température. Elle a un tableau alors probable d'allergie au pollen, mais vous verrez qu'il y a des prises de sang qui ont été faites qui ne vont pas tout à fait dans le même sens, et une suspicion d'allergie à l'Eusaprime. Elle a un retard de menstruation et elle est en ordre de vaccination selon le calendrier vaccinal belge. Elle a aussi bénéficié de 3 doses de vaccin contre le Covid. Alors, dans les prises de sang en ambulatoire, ce qu'on voit chez elle, c'est qu'elle a finalement surtout un syndrome inflammatoire, on va venir dessus, de l'anémie avec des globules blancs modérément élevés. La formule est un peu plus neutro. Et donc, on voit quand même qu'il y a pas mal de monocytes, puisqu'on a à chaque fois des monocytes relativement élevés et des plaquettes qui sont modérément élevées. Juste peut-être un mini commentaire, sans que ça tourne dans la manie, par rapport à quand même une hyperleucocytose. On remarque qu'il y a quand même 600-700 eosino au mois de mai. Alors, il faut voir si c'était pendant la période où il avait eu cette allergie au Bactrim ou pas. Mais en tout cas, ça a une valeur, en dehors de tout traitement, prédictive négative de quelque chose d'infectieux, puisqu'on a pas mal parlé de causes éventuellement infectieuses, quoi. Alors, les prises de sang qui ont été faites en ambulatoire ont été relativement larges. Il y a eu des contrôles de coagulation, un fibrinogène relativement élevé à 700, des perturbations des tests hépatiques qui ont été transitoirement plus faibles, mais qui restent quand même assez omniprésentes dans ces prises de sang. Il y a certains marqueurs tumoraux qui ont été faits qui sont négatifs. Le fer a été dosé, il est relativement bas, probablement pour des raisons inflammatoires. La ferritine est élevée. Le NSE est, de manière un peu anecdotique, un petit peu limite supérieure de la normale. Comme beaucoup d'enfants, on a des carences en vitamine D. Elle a une toute petite tendance à l'augmentation des immunoglobulines, probablement dans le cadre, en tout cas supposé, d'une immunisation active. Le facteur rhumatoïde est faiblement positif. Il y a eu des tests thyroïdiens très larges qui ont été faits en ambulatoire à plusieurs reprises qui sont strictement négatifs, des tests hormonaux qui sont strictement normaux, et des tests allergiques, comme je vous le disais, ou alors qu'on parlait d'allergie aux arbres, où finalement on ne retrouve pas vraiment de signes évocateurs d'allergie aux arbres, et peut-être une vague sensibilisation aux acariens, mais c'est non significatif à 0,2. Alors, dans les sérologies en ambulatoire, on voit qu'elle est immunisée contre le Covid, contre la mononucléose, le CMV, la varicelle, les oreillons, la rougeole, probablement plutôt dans le cadre post-vaccinal, l'hépatite B, aussi en post-vaccinal. Elle est non immunisée contre l'hépatite A, le chlamydia, le mycoplasme, même si on a des IgG qui sont faiblement positifs. La maladie de Lyme est revenue négative et les ASLO sont très faiblement élevés à 334. Toujours dans le bilan fait en ambulatoire, hein, puis cette petite fille a quand même été pendant pratiquement 3 mois prise en charge en ambulatoire pour sa température persistante. Elle a eu droit à un avis pneumo en ambulatoire fait en médecine interne adulte avec un bilan fonctionnel et allergique strictement normal et un VEMS normal. Une radio de thorax et une radio de cavum, y compris un CT des sinus, puisqu'il y avait un doute par rapport à une sinusite, qui par ailleurs se sont avérés strictement normaux. Et elle a eu un examen ophtalmo qui ne montrait rien de particulier au niveau du fond d'œil. Une petite érosion au niveau de la cornée avec une kératite ponctuée superficielle, sans doute liée à des lésions de frottage. Alors, elle a vu un interniste, comme elle a 14 ans, les parents se sont rendus chez un interniste adulte qui a donc noté que cette température était d'origine indéterminée et prolongée, qu'elle avait commencé par une toux initiale, qu'elle avait à l'examen clinique des loges rénales un peu sensibles, une éosinophilie dont M. Kogan a parlé, mais avec possiblement un contexte d'allergie au Bactrim, une altération des tests hépatiques. Les FAN et les ANCA étaient négatifs.
Et donc, les hypothèses, c'était éventuellement l'arthrite juvénile dans sa forme systémique, la maladie de Steele, une barre d'artérite noueuse. On note aussi que les loges rénales sont douloureuses bilatéralement, mais que la fonction rénale est normale à la prise de sang. Et on se demande si elle n'a pas éventuellement une hydronéphrose, puisqu'il n'y a pas encore à ce moment-là d'échographie des voies urinaires. Alors, il était prévu que cette petite fille soit hospitalisée pour un bilan complémentaire en hospitalier. Donc, l'hospice était déjà programmé, les examens étaient déjà prévus. Mais finalement, le lendemain de cette consultation chez l'interniste, les parents se présentent en catastrophe à la garde. Elle refait de la température. Il la trouve particulièrement accablée. Elle a des céphalées qui sont difficiles à contrôler. L'examen d'admission s'avère très, très peu contributif. Elle a en effet des céphalées plutôt frontales et temporales, mais en dehors de ces céphalées, elle a peu de signes douloureux. Elle a un abdomen qui est un peu sensible, mais sans signe pathognomonique de quoi que ce soit, avec peut-être un Murphy un peu douteux. Et au niveau osteoarticulaire, on note pas vraiment de douleur articulaire à proprement parler, mais plutôt des contractures d'ordre musculaire. Alors, à la mission dans notre service, on retient surtout que c'est une fièvre prolongée sans foyer net, avec une CRP qui a fluctué au fil des temps des prises de sang, puisqu'elle était à 72 et qu'elle est montée jusqu'à 125. On se demande si elle n'a pas eu une composante infectieuse décapitée par des traitements antibiotiques empiriques de Zitromax et puis de Zaprime. On se demande si finalement elle n'a pas eu 2 épisodes séparés infectieux avec peut-être une pathologie inflammatoire secondaire à l'un ou à l'autre. On se demande si elle n'a pas une pathologie inflammatoire sous-jacente qu'on n'a pas identifiée. Elle a quand même un VS à 104, un fibri à 700, l'impression qu'il y a une rémission transitoire des symptômes sous des doses modérées, en tout cas de corticoïdes. Donc la maladie de Steele, on y pense, comme ça avait été évoqué, mais elle n'a pas eu à aucun moment, en tout cas, de plainte de type arthralgique. Et par rapport à une pathologie inflammatoire digestive, elle n'a pas vraiment de diarrhée, mais c'est vrai qu'elle a son côlon un peu sensible, donc on se pose des questions. Sur le plan urinaire, on n'a en tout cas pas de point d'appel au niveau rénal à proprement parler sur le plan symptomatique. Elle a plutôt l'air d'avoir des douleurs vertébrales basses de type névralgie ou myalgie. Elle a ce tableau aussi de céphalée chronique. Alors, on s'est demandé si ce n'était pas lié à son Covid, même si elle n'avait pas fait un Covid malgré la vaccination. On s'est demandé si ce n'était pas des équivalents migraineux ou des problèmes de type hormonaux, parce que c'est une jeune femme et qu'en plus, elle avait ce retard de règles. On s'est demandé si elle n'avait pas de l'hypertension intracrânienne, mais ça ne plaide pas avec un fond d'œil strictement normal. Et comme elle a quand même ces contractures musculaires importantes au niveau vertébral, on s'est demandé si ce n'était pas juste des céphalées de tension. Bien sûr, on s'est posé la question par rapport à la tuberculose. Il y avait un quantiferon qui avait été fait en ambulatoire, mais on n'a jamais réussi à récupérer les résultats. Et donc, nous, on a décidé qu'on allait lui faire un intradermo. Et bien sûr, elle avait, de manière un peu anecdotique, une carence en vitamine D, une kératite ponctuée superficielle et un NSE faiblement positif. Quels examens prévoir? Je ne sais pas si vous avez des idées, des choses à programmer chez cette jeune femme. Alors, Jean, il y a une infection qui se cache là derrière? Je n'en sais absolument rien. Je suis surpris par le fait que le bilan a déjà été vraiment très, très large. Entre autres, les marqueurs tumoraux, c'est une réflexion que je me fais. Je suppose que c'est un. Je ne sais pas. On a coché à la verticale. Ça a été fait en ambulatoire, je ne sais pas. Ouais. Pour la tuberculose, elle a des facteurs de risque. Elle a vécu. Non, vraiment pas. Elle n'a pas été dans des zones d'exposition à risque, pas de fréquentation de zones où c'est plus endémique. Okay. Bien sûr, elle est non vaccinée, mais voilà. Moi, j'irais quand même voir. Enfin, il y a quand même un élément qui ressort, ce sont ces douleurs enfin, au niveau lombaire. Moi, j'aimerais avoir de l'imagerie à ce niveau-là. Oui, en fait, l'interniste, Dr Choix, a pudiquement caché son nom, donc c'est moi qui l'ai vu une fois en consultation. Et c'est vrai que bon, je me méfie un petit peu de ces 2 loges rénales qui me semblaient sensibles, en me disant, bon, est-ce qu'il n'y a pas une pathologie inflammatoire qui serait obstructive et qui pourrait éventuellement donner ces douleurs rénales, hein, je sais pas, maladie IgG4, voilà, quelque chose qui se passerait dans son rétropéritoine éventuellement. Et je crois que j'avais prévu déjà un examen que tu vas nous montrer à ce moment-là. Absolument. Je n'ai pas voulu tout dévoiler. Mais... Okay. Tu te souviens d'histoire parce qu'on en avait discuté. Quand mes enfants ont le malheur de me dire pendant plus de 3 jours qu'ils ont mal quelque part, j'ai toujours l'impression qu'ils ont un sarcome des Ewing. Non, heureusement pas. Je pense que j'aurais fait une imagerie. Les biais de l'intérêt. Attends, et tu as une imagerie de quoi? Mais oui, c'est un peu comme Jean dit, il y a ce truc où elle se plaint d'une contracture. Une contracture musculaire, oui. OK. Autre suggestion? Non, rien de cardiaque apparemment. Hein. Okay. Il y a des questions parfois dans des le chat. Il y a des questions apparemment. Non. À questions sur le chat? Oui. Attends. Oups. Ouais. Voilà. On n'avait pas récupéré le...
Ah, Je ne parviens pas à récupérer le. parce qu'on est passé. Je peux les dicter s'il faut. Ah, vas-y. Donc, quid du NSE? Je pense qu'il n'est pas suffisamment élevé, en tout cas, que pour envisager que ça soit une source dans l'immédiat d'investigation. Mais on s'est dit qu'on allait le garder à l'œil, bien sûr. Et donc, pour l'instant, en tout cas, on se dit qu'on le tient à l'œil, mais il est à 17 et je pense que la Oui. limite pour l'âge, on est autour de 16. Hein, donc, C'est toujours un Ok. petit peu embêtant de Quid du pas chat? spéculer sur des dosages qu'en principe, on n'aurait pas demandé, quoi. Alors, quid du chat? A-t-elle des adénopathies, des Bartonella Alors, donc- et toxo? Voilà. Ouais, alors, donc- bonne suggestion. Ouais. alors, ok. Ça, Donc, c'est du docteur Mehdi Mounir. alors, pour les sérologies, bien sûr, on va en rediscuter après, puisqu'il y en aura qui ont été faites en complément d'anamnèse. Pour les griffes, en tout cas, il n'y a pas de notion dans l'anamnèse de griffes liées au chat. Et d'autant plus que le chat est arrivé dans l'environnement seulement il y a 1 mois et qu'elle est déjà symptomatique depuis 3 mois. OK, ben, je pense qu'on peut continuer. Hein. Alors donc voilà, pour revenir sur les examens que nous avons décidé de faire dans le service, c'était bien sûr un bilan sanguin plus global, en tout cas complémentaire pour voir où elle en était au niveau inflammatoire, infectieux bien sûr. On a décidé de faire une intradermo, une échographie abdominale, une échographie cardiaque. On s'est posé la question d'une maladie inflammatoire digestive. On avait programmé une calprofécale, mais finalement le diagnostic est arrivé plus tôt et on n'en a pas eu besoin. Et Monsieur Cogan avait programmé un PET scan qui a été maintenu bien entendu. Et on s'était posé la question d'une imagerie vertébrale puisqu'elle avait ces plaintes douloureuses. Mais vous allez voir. Dans sa prise de sang faite chez nous, donc elle avait eu le jour de la consultation chez le docteur Cogan, et puis finalement, on l'a refaite le lendemain pour voir s'il y avait des choses qui avaient évolué, et on voit qu'elle garde en tout cas une anémie, je ne sais pas si on voit, une anémie de nature inflammatoire, avec des globules blancs qui sont toujours autour de 15-16 000, à prédominance neutro, toujours des plaquettes un peu élevées, et quand même cette CRP qui tourne autour de 109 à 125, avec une VS qui est tout sauf négligeable puisqu'elle est à 104. On savait qu'elle avait des tests hépatiques perturbés, on a voulu les contrôler, donc ils restent modérément élevés, avec une petite urée un peu élevée, mais probablement parce qu'elle était un petit peu déshydratée quand elle s'est présentée chez nous. Et on a, nous, des facteurs antinucléaires qui sont positifs. Alors, on lui a fait des sérologies, donc on a refait les aslos pour voir si c'était majoré, mais en fait, ils sont superposables. On a fait la sérologie toxo qu'on nous a demandé ici. Elle a été faite et il se trouve que Lily est protégée contre la toxo. On a refait CMV, EBV, mais clairement, elle est protégée. On a refait le mycoplasme qui avait été faiblement positif dans les prises de sang en ambulatoire, mais qui n'a pas augmenté de manière très significative. Et donc, on ne peut pas trancher sur une vraie infection à mycoplasme, ni récente, ni ancienne. On a fait la recherche pour la maladie de la grippe du chat et on a refait le Lyme. Et les deux se sont avérés strictement négatifs. Elle a eu droit à plusieurs paires d'hémocultures qui se sont avérées strictement négatives, une analyse d'urine strictement négative et une intradermo pour la tuberculose qui était strictement négative. On lui a fait un bilan cardiaque pour exclure des pathologies des types endocardite qui s'est avéré strictement normal, une échographie abdominale qui n'a absolument rien montré. À quoi pensez-vous? On a un peu avancé quand même. Hémoculture négative, pas d'endocardite, intradermo négative. On s'éloigne quand même d'une piste infectieuse pure, hein, franchement. D'autant plus que ce syndrome inflammatoire est majeur, quoi. Elle a une anémie très importante, une VS au plafond, le CRP, 3 mois. Quelque chose aurait dû sortir. Ouais. Maladie de style, un syndrome inflammatoire, une hyperleucocytose. Je n'ai pas vu la ferritine. La ferritine date à 700, autour de 700. Oui, voilà, donc ça pourrait. Élevé sans être très élevé. Oui, ça semble avoir été amélioré un petit peu lorsqu'elle avait cette allergie par une corticothérapie. Le chat. Pas de foyer dentaire, pas de carie. On n'a pas envoyé chez le dentiste, mais en tout cas, cliniquement, rien du tout. Le chat demande le titre des fans est à combien? Elles étaient faiblement positifs, hein, vraiment non significatifs, autour de 1 sur 80, pas beaucoup plus. Pardon, 1 sur 160, pas beaucoup. Donc, peut-être pour rappel, le tableau ne fait pas penser à un lupus. En plus, le tableau inflammatoire avec beaucoup de CRP, une hyperleucocytose, voilà, on ne pense pas à lupus, hormis des situations de lupus où il y aurait une atteinte pleuropéricardique, mais ce n'est pas le cas.
donc FAN non spécifiques. On a vu qu'il y avait quand même une augmentation des IgG, donc on peut probablement que les FAN rentrent dans le cadre d'une stimulation non spécifique B, et donc qui peut expliquer une série de sérologies. Bon. OK, alors je continue. Et on continue. Et donc, je ne vous cache pas que le Dr Cogan a demandé un PET scan qui n'est pas nécessairement, et on reviendra dessus, un examen que nous faisons en routine en pédiatrie. Et donc, ce PET scan, il s'est avéré très contributif puisqu'il a mis en évidence une volumineuse adénopathie médiastinale dans la partie antérieure du médiastin avec une adénite, enfin un ganglion satellite probablement accessible par biopsie qui est ici, là. Et donc, c'était suspect d'un lymphome. Alors, comme malheureusement, on n'a pas de département d'oncopédiatrique dans notre hôpital et qu'en plus, on voulait pouvoir assurer un suivi en fonction des résultats, on a transféré cette jeune fille dans un département oncopédiatrique académique. Elle a eu droit à une ponction ganglionnaire qui a confirmé un lymphome Hodgkin dans une forme assez classique dont on parle de variante scléronodulaire, qui est une des plus fréquentes dans sa catégorie d'âge. Elle va bénéficier, on va en parler juste après, finalement de 4 cures de chimiothérapie, 2 cures OEPA et puis 2 cures COP. Donc, je vais un peu détailler après. Et cette jeune fille, aujourd'hui, en tout cas, est guérie depuis, avec une rémission avérée depuis plus de 12 mois. Elle est toujours suivie en onco dans le centre académique de référence. Alors, un petit mot juste sur le lymphome Hodgkin, parce que ce n'est pas nécessairement quelque chose auquel nous, on est confrontés de manière très régulière, ça reste quelque chose d'assez rare. Si on regarde les chiffres américains, en tout cas, c'est 7% des cancers de l'enfant et 1% des causes de décès par cancer chez l'enfant. Ça, c'est des publications dans Up to Date, donc un truc assez récemment mis à jour. Et c'est quand même prédominant, donc on voit dans différentes catégories d'âge, mais ça prédomine quand même à l'adolescence. Quand on regarde, je n'ai pas trouvé de chiffres plus récents dans le registre du cancer pédiatrique belge. On voit en tout cas qu'entre 2004 et 2013, pour les enfants entre 0 et 14 ans, alors c'est les lymphomes tout venant, il y avait 13%, alors qu'on était plutôt à 25% chez des patients un peu plus âgés, qui rentrent un peu dans l'idée qu'il y a une prédominance dans les catégories des enfants plus âgés. Alors, je vous rappelle, mais vous le savez tous, en tout cas, que c'est une affection maligne des tissus lymphatiques et elle est caractérisée à l'anapathe par la présence des cellules qu'on décrit comme des cellules de Reit-Steinberg en œil d'hibou, que j'essaie de vous montrer là. Alors, la localisation, elle est essentiellement cervico-thoracique, mais il y a parfois des atteintes qui sont beaucoup plus diffuses avec des atteintes organiques, notamment au niveau de la rate, du foie, des os et des poumons. Dans les facteurs favorisants, on note parfois que l'immunodéficience, quand elle est primaire et ou secondaire à certains virus, peut avoir un rôle favorisant. Il y a des facteurs de risque familiaux. Certains typages HLA ont été associés à des facteurs de risque plus importants. Et la mononucléose est souvent impliquée comme un des éléments potentiellement déclencheurs. Au niveau histologique, il y a des classifications internationales où on décrit notamment le Hodgkin dit classique dans ces 4 variantes, avec 2 variantes plus présentes chez l'enfant, qui sont la variante scléronodulaire, celle de Lilly, et une variante à cellularité mixte qui touche plus ou moins 20% d'enfants, en général un peu plus jeunes. Les 2 autres formes sont rares chez l'enfant. Et il y a une forme qui est dite lymphocytaire nodulaire, qui est moins classique, avec des cellules qui ne sont pas des cellules de Reit-Steinberg et qu'on appelle des cellules popcorn, qui ne sont pas tout à fait les mêmes. La clinique de cet Hodgkin est en général essentiellement dominée par la présence de lymphadénopathie, essentiellement cervicale et supraclaviculaire, que Lilly n'avait absolument pas. Axillaire souvent, inguinale rarement, isolée en tout cas. Par contre, les masses intrathoraciques sont aussi décrites très régulièrement, et c'était le cas de Lilly, avec parfois, pour y faire penser, des signes de compression médiastinale, mais qu'elle n'avait pas, tant mieux, et des signes systémiques qui contribuent, dans le cas du staging du lymphome et de sa prise en charge thérapeutique, à ce qu'on appelle le grade B, et qui sont dominés par de la fièvre, de l'anorexie, une perte de poids, des sueurs nocturnes, et parfois un prurite généralisé. Il y a des articles qui parlent de prurite cinématéria, qui était parfois le révélateur d'un lymphome Hodgkin. J'ai mis entre parenthèses parce que, bien sûr, nos enfants consomment pratiquement jamais ou très peu d'alcool, qu'on décrit en médecine adulte, en tout cas, parfois des douleurs localisées au niveau des ganglions atteints lors de l'ingestion d'alcool en médecine adulte. Il y a parfois une hépatose splénomégalie associée. Alors, bien sûr, à l'anamnèse, il signale qu'il faut, dans le bilan initial, faire une anamnèse très claire de tous les antécédents familiaux, un hémogramme, un examen complet des aires ganglionnaires et un staging complet qui passe par la radio de thorax, un scanner cervico-thoraco-abdominal pelvien et un PET scan. Dans certains cas, ils vont jusqu'à la biopsie médulaire dans les atteintes les plus sévères et à la résonance magnétique aussi en plus. Alors, la classification qui sert de référence, c'est la classification d'Ann Arbor. Vous voyez différents grades ici, que je n'ai pas malheureusement le temps de détailler maintenant. Quoi qu'il en soit, le schéma thérapeutique dépend et de l'âge de l'enfant
et de l'évaluation des facteurs de risque et des facteurs invasifs de l'atteinte tumorale. Et donc, Lily rentrait dans la catégorie 2B. C'est pour ça qu'elle a eu ces 2 cures d'OEPA et puis ces 2 cures COP, hein, qui correspondent à ces différentes chimiothérapies-là, avec parfois une radiothérapie adjuvante, à part que Lily n'en a pas eu besoin, elle a plutôt bien répondu au traitement. La survie à 5 ans du lymphome de Hodgkin a quand même relativement s'est améliorée au fil des années, puisqu'en tout cas, dans les études américaines, ils sont passés de 81% de survie dans les années 70 à plus de 94% de survie depuis les années 2000. Il y a bien sûr des cas de mauvaises réponses et de rechute, mais qui sont alors attaqués par des chimiothérapies plus intensives, parfois même des greffes de moelle ou des cellules souches, avec quand même 70% de survie. Et dans le cas du suivi après rémission, puisque finalement on y survit souvent, il y a des PET scans qui sont recommandés à 6, 12 et parfois 18 mois dans les formes sévères, et une surveillance des complications tardives liées à la chimio et ou à la radiothérapie au niveau de la croissance osseuse, des troubles thyroïdiens, des troubles de la fertilité et au niveau cardiologique. Je ne sais pas si vous avez des commentaires à faire pour ce premier cas. Moi, j'ai juste un mini commentaire. Je pense qu'on m'a montré ici, on n'a pas revu une radiographie de thorax initial. Oui. A posteriori, j'avais quand même l'impression de voir un élargissement du médiastin sur la droite, parce que comme Jean le faisait remarquer, quand on voit l'importance de l'adénopathie médiastinale, on pouvait s'étonner de ne pas... Oui, ouais, donc là, on a quand même l'impression... Ouais. Là, ça se quand franchement... Évidemment, c'est toujours plus facile de refaire l'histoire après, mais en tout cas, elle avait été protocolée comme normal. Alors, un geste sémiologique qu'on ne fait pas souvent, mais qui peut rapporter quand même, plus dans des situations où on a l'impression que se développe un syndrome cave supérieur, c'est la percussion de l'élargissement de la matité sternale. Donc, c'est de percuter le sternum et de constater qu'effectivement, on a une matité qui est anormalement élargie. Mais là, c'est disons quand on va pas l'habitude de le faire systématiquement dans toute situation telle que celle-ci, seulement lorsqu'il y a une suspicion éventuelle de syndrome cave supérieur, ce qui permet de faire la différence entre un syndrome cave supérieur par thrombose, la veine cave, versus par une compression par des adénopathies médiastinales. OK. Deuxième histoire. Alors, magnifique. Deuxième histoire. Toujours interactif. Hein, si vous avez des propositions d'examen, n'hésitez pas. Je vous présente Paul. Paul, il a 4 ans et 10 mois et il a des antécédents assez, on va dire, anodins. Il avait eu une mise au point de température quand il avait 1 mois. Il avait fait l'objet d'une hospitalisation. Le bilan s'est avéré négatif. Il a un peu de reflux et une intolérance connue aux protéines de lait de vache pour lequel il a été traité transitoirement. Il est étiqueté comme ayant des diarrhées chroniques, probablement dans le cas d'une hypolactasie congénitale. Et donc, il prend assez régulièrement un régime plutôt pauvre en lactose. Ces vaccins sont en ordre. On signale juste que par rapport au schéma traditionnel belge, il lui manque une dose de vaccin antipneumococcique. Son pédiatre traitant nous l'envoie en fait aux urgences. Ça fait 1 mois en fait. Paul a fait un Covid avéré démontré par un frottis et depuis lors, il a ponctuellement des épisodes de malaise sans perte de connaissance, mais avec un flush dans la face, une fatigue très importante au moment de ce flush et très régulièrement un pic fébrile. C'est à peu près 1 fois par jour que ces pics fébriles surviennent. Et la fréquence semble être en majoration depuis les 5 derniers jours. Il a fait encore plusieurs autres épisodes de pics isolés sans flush, mais donc il est quand même fébrile de manière presque chronique depuis 1 mois. Alors, il a des selles molles qui font partie de son tableau clinique, mais pas de vomissement. Au moment de l'hospitalisation, les parents signalent donc que ça fait 5 jours qu'il a de la température. Il n'a aucun symptôme ORL, aucun symptôme digestif autre que sa diarrhée connue de longue date. Il a plutôt un bon état général quand il n'a pas de température. Il n'a aucune plainte douloureuse. Il y a eu évidemment un bilan fait en ambulatoire. Ça fait 1 mois que cet enfant est un peu moins bien. Et donc, on voit dans les prises de sang qu'on a fait en ambulatoire qu'il a une discrète anémie, une coagulation normale, un bilan hépatorénal qui est strictement normal, une fonction, enfin un iono qui est tout à fait normal, une fonction thyroïdienne normale. Il a quand même une CRP à 100 au mois de mai. Des sérologies qui ont été faites en première intention pour la toxo, le CMV et la mononucléose infectieuse. Et il est toxo-négatif et protégé contre le CMV et la mono. Il a eu en ambulatoire une analyse d'urine qui est strictement normale, une analyse de sels coproparasites et bactériaux strictement normale. Il y a eu un dosage de calprotectine fécale qui était non significatif. Et il y a eu un bilan allergique IgE-médié qui s'est avéré négatif et un bilan pour la maladie cœliaque qui, lui aussi, est strictement négatif. À l'examen physique d'admission, finalement, il a un peu de température, plutôt un bon état général. Il a quelques ganglions infracentimétriques bilatéralement au niveau cervical
et il a un petit souffle cardiaque à l'auscultation. Sinon, l'examen est strictement normal. Au moment de l'admission, ce qu'on conclut, c'est qu'il a une fièvre récurrente, un peu intermittente, depuis presque un mois et demi, avec des malaises, sans perte de connaissance, mais associé à un flush dans le visage. Il a ce souffle qui semble ne pas être connu. Il a une anémie, probablement d'origine inflammatoire, un syndrome inflammatoire qui prend une tournure un peu chronique, pas de douleur localisée. On s'est demandé, parce que pendant la crise Covid, on a vu quelques patients qui présentaient des Kawasaki-like, s'ils ne pouvaient pas faire un PIMS, mais c'était peu vraisemblable parce qu'il était peu algique et avec un état général peu altéré au moment intercritique. Par ailleurs, la tropo qui avait été faite était strictement normale et souvent, on a eu des tropos élevés chez les patients qui ont fait des PIMS. Et on n'avait pas non plus d'argument pour un Kawasaki. Quels examens faire? Donc, dans une situation comme ça, surtout après avoir vécu le cas précédent, l'erreur, c'est l'heuristique d'empreinte. L'heuristique d'empreinte, c'est d'avoir l'empreinte d'un cas précédent que l'on a vu. Donc, pour le même prix, on pourrait dire, bon, est-ce qu'il n'a pas Hodgkin, hein, voilà, Ouais. hein, il se présente de la même manière que le cas précédent. Moi, j'ai une question pour mon information. Vous voyez souvent des enfants de 4 ans qui sont protégés Epstein-Barr? On en a de temps en temps, souvent dans des formes des patients qui ont fait des monos en fait, asymptomatiques. Le plus souvent, eux-mêmes ne savent pas qu'ils en ont fait. Et nous, on voit en consultation un certain nombre d'enfants qui ont des amygdalites pultacées, Oui. avec finalement très peu de symptômes, même pas d'altération de l'état général. On dit aux parents, bah, OK, ça va sans doute passer puisqu'ils n'ont pas beaucoup de symptômes, mais parfois au niveau sérologique, on voit qu'ils ont viré leur sérologie EBV. OK. Ils sont rarement aussi symptomatiques que les grands enfants, Les qui ont souvent grands. ces grosses températures, avec des périodes d'asthénie qui suivent. OK. Les examens proposés? Oui, on avance. Alors, on y va. Ah oui, bien sûr, une biologie. Alors, on va lui faire bien sûr une prise de sang à cet enfant. Il a 125 de CRP, il a une VS à 106. Il a des globules blancs qui sont quand même relativement augmentés avec une prédominance de neutrophiles, des plaquettes augmentées pour des raisons inflammatoires et une anémie plutôt microcytaire. Il est protégé contre la mono, protégé contre le CMV. Les sérologies antivirus qu'on avait encore l'occasion de pouvoir faire se sont avérées strictement négatives. Le chlamydia, le HIV, le mycoplasme, l'hépatite A, la brucellose interchérée, la leptospirose aussi, la tularemie. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas trop d'histoire de lièvre ni de lapin, mais quoi qu'il en soit, tout ça a été demandé et c'est strictement négatif. Il y a 3 paires d'hémocultures qui se sont avérées strictement négatives, une analyse d'urine, un frottis de gorge, tout était négatif, une échographie cardiaque normale et un avis ORL qui n'a pas isolé de foyer clinique ORL. On lui a fait au niveau de l'imagerie une échographie abdominale, puisqu'il y avait quand même ce tableau de diarrhée chronique, où on ne trouve pas de foyer profond mis en évidence, et un abdomen à blanc, où on nous parle essentiellement d'un encombrement stercoral distal, puisqu'on voit qu'il a quand même une relative aéroentérie et probablement un fécalome dans l'ampoule rectale qui pourrait expliquer en partie son tableau de diarrhée ou de fausse diarrhée clinique. Ah, pardon. Alors, on lui fait une radiothorax, et là, on tombe en fait sur une condensation pneumonique, lobe inférieur droit, ici, qu'on nous demande du coup de compléter pour la mise au point diagnostique avec un scanner. Et donc là, il confirme qu'il y a bien une athérostasie segmentaire qui leur évoque, en tout cas au radiologue, dans première intention, une malformation congénitale, type séquestration pulmonaire. Il nous demande de compléter ça par un CT injecté, je vais vous expliquer pourquoi. Et donc ça, c'est l'image du CT scan. Alors, le séquestre pulmonaire, c'est une malformation pulmonaire d'origine congénitale dans un territoire en fait, qui est exclu de l'arbre bronchique et parfois même de la circulation pulmonaire. Alors, il y a des classifications de Price qui permettent de définir c'est plutôt un type 1, type 2, type 3, même si dans l'immédiat, ici, ça ne change pas grand-chose. Mais donc, il y a toujours, en tout cas, il y a souvent une artère systémique qui vient irriguer ce territoire et qui ne dépend pas en fait, de la circulation pulmonaire. Quoi qu'il en soit, on fait le scan thoracique avec injection. Alors, il ne nous parle pas d'un éventuel vaisseau d'artère, une artère systémique, mais il confirme en tout cas que pour eux, la première hypothèse clinique, c'est le séquestre pulmonaire, avec peut-être des signes de surinfection. Pardon? Depuis un mois. Depuis Ouais. un mois. J'ai encore une question. J'apprends beaucoup de choses. À 4 ans, ce scanner, vous le faites sous narcose ou pas du tout? Non, il était Ok. assez collaborant pour ne pas être D'accord. inquiet. En fait, le problème, c'est la collaboration des enfants. Donc, on ne peut pas nécessairement dire que c'est à 4 ans qu'on le fera avec ou sans narcose. Ça dépend beaucoup de l'enfant et de son comportement. Certains sont très, très difficiles. Si on avait un trisomique de 4 ans, probablement qu'on devrait l'endormir même pour faire un scanner, parce qu'ils sont souvent plus agités et plus difficiles à cadenasser. Même les enfants avec des troubles du spectre autistique, par exemple, sont parfois plus compliqués. Maintenant, l'avantage du scanner, c'est que les acquisitions d'images sont très rapides. Ouais. Et donc, dans la grande majorité des cas, on n'a pratiquement jamais recours à des narcoses pour les CT scans.
Ou alors, on aurait pu en profiter pour faire un CT thoraco-abdo. Oui, mais là, encore une fois, on a notre rôle, nous, de radioprotection, et on n'avait pas nécessairement envie, s'il n'y avait pas de point d'appel, d'élargir la surface du scanner. OK. Alors, l'évolution clinique de Paul, c'est que pendant les 3-4 jours de surveillance chez nous, il va continuer à faire 2 pics de fièvre avérés, toujours associés à une fatigue importante, une altération de l'état général, une prostration. Hein, il se met dans les bras de sa maman. Il a toujours ce rash malaire qui dure à peu près 10 à 30 minutes. La fièvre cède très facilement sous paracétamol. Il a un peu de tout, mais globalement, pas beaucoup de symptômes respiratoires et un état général conservé. Alors, sur base de l'hypothèse d'une malformation pulmonaire surinfectée avec un syndrome inflammatoire modérément élevé, même si AVS est élevé, il a une CRP autour de 100, il y a un contact qui est pris avec les centres académiques qui gèrent souvent ces malformations pulmonaires plus que nous. Et il y a une première proposition de traitement antibiotique par voie orale à domicile qui est proposée. Donc, il est mis sous Zinat à 50 mg kg jour en 3 prises, avec un suivi ambulatoire qui est recommandé, notamment pour voir comment les choses évoluent. Et donc, il part. Évidemment, après 2 jours, en fait, l'enfant se représente aux urgences et en fait, ça ne va pas du tout. D'abord, il ne tolère pas son Zinat par voie orale, ce qui est un vrai problème chez nous, puisqu'on sait que le Zinat a très mauvais goût, qu'en plus, il faut le prendre pendant le repas. Donc, c'est un vrai problème. Mais en plus, les parents trouvent qu'il est de plus en plus abattu, avec de plus en plus d'épisodes d'altération de l'état général. Il a de temps en temps des douleurs abdominales aspécifiques, plutôt intermittentes, toujours pas vraiment d'autres symptômes. Et à l'examen clinique aux urgences, toujours un examen non contributif. Il est hospitalisé et puisqu'il ne répondait pas aux Zinat, en tout cas qu'il ne le tolère pas, on le met sous Zinacef intraveineux. Sous traitement par Zinacef, pendant les premières 48 heures du traitement, il n'y aura absolument aucune lyse fébrile. Et donc cet enfant, c'est donc maintenant fébrile depuis 12 jours, toujours avec ces tableaux cliniques qui ne changent absolument pas. Et peut-être une douleur ponctuelle dans les muscles des jambes, mais sans vraie boiterie articulaire, sans point d'appel articulaire. Alors, on discute bien sûr de collégial de la situation, donc on voit les images avec les radiologues. Finalement, ils nous disent qu'il n'y a peut-être pas d'artère systémique qui est anormale visualisée, et donc ils ne sont pas trop sûrs. C'est peut-être une pneumonie ovalaire, c'est peut-être plutôt un bronchocèle qui se serait surinfecté, même si dans l'absolu, ça ne change rien. Au niveau gastro-entérologique, on nous dit quand même qu'il faudra un petit documenter la hernie hiatale qui avait été vue au CT scan et peut-être le remettre strictement en régime sans protéines de lait de vache, même si c'est assez rare d'être encore allergique au lait de vache à 4 ans et 10 mois. Et pour la rhumato, il n'y a pas d'argument pour une pathologie rhumatismale, mais comme il y a quand même ces flushs, elle nous recommande de faire un dosage de catécholamine urinaire. Alors, on contrôle sa biologie puisqu'il ne répond pas au traitement et on voit que sa CRP augmente. La VS reste stable, l'anémie est plutôt normocytaire régénérative. Il y a quand même 10% de monocytes. Les catécholamines urinaires sont demandées et elles reviendront strictement normales. Alors, on contrôle quand même, on se demande s'il n'y a pas un échappement thérapeutique. On va élargir le spectre antibiotique à l'augmentin, recontrôler la radiothorax qui est juste à côté et qui finalement, pour les radiologues en tout cas, évolue de manière, on va dire, raisonnablement bonne. En tout cas, ce n'est pas pire, il n'y a pas d'épanchement et il y a toujours cette image suspecte d'un séquestre pulmonaire. Mais après 48 heures d'augmentin, rien ne change. Ça veut dire que cet enfant continue à faire de la température tous les jours. Ça fait pratiquement 7 semaines qu'il est fébrile par intermittence et les symptômes digestifs sont toujours là. Il n'y a rien qui a changé, même avec le changement de régime. On se pose des questions, échappement thérapeutique, pathologie inflammatoire, autre cause. On décide, après avoir discuté avec des infectiologues, d'élargir encore un peu plus le spectre antibiotique en mettant de la rocéfine et de la claritro pour couvrir les germes atypiques et avoir une meilleure diffusion. On fait un dosage de quantiferon qui s'avère normal, un typage lymphocytaire qui est strictement normal, une recherche de MRSA qui est négatif. On élargit avec le Rash malaire les sérologies au parvovirus qui est strictement négatif. Les hormones thyroïdiennes sont recontrôlées, elles sont normales. Et on fait quand même un bilan rhumato par acquis de conscience. Il a des FAN, des ANCA, des anti-CCP et un bilan cœliaque strictement négatif. À quoi pensez-vous? Ah, alors Mathieu, Et donc, dans le bilan urinaire des catécholamines, il y avait aussi les molécules pour les tumeurs neuroendocrines, Alors, je pense qu'on a tout fait. Oui, HIA et tout ça. oui, on fait les traditionnels, on fait tout. oui, parce qu'avec le flush, on pense plus à quelque chose de sérotonine avec le 5-HA plutôt qu'un FEO, quoi. Bon. On devient plutôt pâle dans le FEO et plutôt flush dans l'autre. Grand silence. Bon, alors on continue, hein, je ne veux pas vous retarder trop.
Alors, finalement, on rediscute de nous avec les radiologues, on se demande si finalement ils ont une autre hypothèse pour nous aider à la mise au point diagnostique. Et donc, on renvoie les diagnostics différentiels radiologiques de ces séquestres pulmonaires. On trouve aussi la possibilité de cancer pulmonaire. Et donc, une des radiologues pédiatriques de l'hôpital, le Dr Dont, nous propose comme diagnostic hypothétique une tumeur myofibroblastique inflammatoire du poumon. Oui, c'est la radiologue qui a proposé ça? Absolument. OK, bien. Et du coup, dans l'idée d'une éventuelle pathologie oncologique, on fait un PET scan, fort de l'expérience qu'on avait eue précédemment. Et le PET scan nous montre finalement absolument aucun autre foyer que celui qu'on connaissait déjà, à savoir cette masse pulmonaire lobaire inférieure droite, mais intensément hypermétabolique, avec quelques ganglions satellites. Il n'y a absolument aucune autre zone du corps qui capte de manière anormale. Et du coup, l'hypothèse tumorale reste vraisemblable, pas certaine. Hein, ça peut être infectieux, ça peut être inflammatoire, il pourrait y avoir un corps étranger, il pourrait y avoir un germe multirésistant. Sa prise de sang montre quand même que son anémie se majeure. Alors, bien sûr, on lui fait des prises de sang, mais il y a aussi ce qu'on peut être inflammatoire chronique. La VS ne bouge pas, la CRP n'a pas bougé d'un iota sous un large spectre antibiotique. Et donc, on décide qu'il faut lui faire un LBA à cet enfant, une bronchoscopie, un LBA et une biopsie de cette zone qui est quand même suspecte d'être éventuellement tumorale. Alors, il sera adressé donc, dans les centres académiques pour faire ce type d'examen. La biopsie transbronchique va montrer des cellules compatibles avec une tumeur myofibroblastique inflammatoire, dont l'indication, c'est la résection complète de la tumeur. Et donc, comme ce sont des tumeurs, on va en reparler, qui sont en principe peu agressives, il va profiter de ses vacances et il va revenir dans le cadre d'une hospitalisation programmée pour faire une résection complète de son lobe inférieur droit. Il va faire un petit pneumothorax post-op spontanément résolutif. La pièce de lobectomie, qui est quand même, il a 4 ans, hein, qui fait à peu près 10 cm sur 9, va montrer une lésion blanchâtre, nodulaire, bien délimitée, avec au centre à peu près un nodule qui fait 3 cm sur 3, et des lésions qui sont compatibles avec ces tumeurs myofibroblastiques inflammatoires. Mais l'immunohistochimie va montrer des marqueurs de fusion qu'on appelle les ETV NTRK3, qui sont en fait des fusions, des translocations de récepteurs des neurotrophines cérébrales, mais qu'on retrouve dans beaucoup de tumeurs chez l'adulte et chez l'enfant, qui sont devenues aujourd'hui des cibles thérapeutiques potentielles. Et parce qu'il y en a et qu'on en dépiste dans 70% des cas de fibrosarcome infantile, la tumeur est finalement diagnostiquée comme un fibrosarcome infantile et pas comme une tumeur myofibroblastique inflammatoire, même si elles ont des apparentés sur le plan histologique. Par acquis de conscience, les plaques vont être réenvoyées dans un autre centre d'anapathe pour confirmation. Et eux vont dire quand même qu'ils plaident plutôt en faveur d'un fibrosarcome infantile parce que justement, dans 70% des cas, il y a ces fameux marqueurs immunohistochimiques. Cela dit, ils disent quand même qu'il y a 10% des cas de tumeurs myofibroblastiques inflammatoires plus banales, entre guillemets, qui portent le même type de translocation, mais c'est moins fréquent. Et comme de toute façon, dans les deux cas, c'est l'exérèse qui est le traitement, ils disent qu'il faudra surveiller cet enfant puisqu'il a bénéficié d'une exérèse chirurgicale totale. Quoi qu'il en soit, à 6 mois, Paul est aujourd'hui complètement guéri. Il n'a plus fait aucun malaise. Et il a une normalisation biologique et il est suivi tous les 3 mois. Je vais passer à ce niveau-ci, il y a des questions. Parce que j'essaie d'avancer pour ne pas vous retarder trop. Comment on explique les malaises? Comment explique-t-on les malaises? Probablement des bouffées inflammatoires, parce que ce n'est pas nécessairement clair. On ne décrit pas nécessairement dans ces tumeurs des enfants qui font d'office des malaises avec des flushs. Maintenant, il y a probablement un certain nombre de cytokines, de médiateurs inflammatoires qu'on n'a pas pu quantifier. Ce que moi, j'ai vu, c'est que parfois, en tout cas, les fibrosarcomes sont associés à des hypoglycémies. Ils peuvent parfois sécréter de l'insuline. Alors, c'est vrai qu'on n'a jamais vérifié si au moment de ces coups de pompe, il n'y avait pas des hypoglycémies. En tout cas, c'est décrit. Il y avait évidemment le syndrome carcinoïde, certaines tumeurs carcinoïdes qui sécrètent de la sérotonine, mais on se sera attendu à en retrouver dans les catécholamines urinaires, ce qui n'était pas le cas. Et donc, on n'a pas vraiment d'explication, mais probablement dans les cas de poussée inflammatoire, des réactions un peu inattendues chez lui. Oui. Pour une hypoglycémie, il serait de nouveau plutôt pâle plutôt que rouge. Ouais. Oui. Et c'est classique que ça donne des syndromes inflammatoires comme cela et de la fièvre? Oui, j'en parle tout de suite. Voilà. La fièvre, je pense, c'est plutôt une composante de surinfection. Le syndrome inflammatoire, par contre, c'est très classiquement lié. Donc, quand on regarde un peu les tumeurs primitives de l'enfant, alors c'est très, très rare chez l'enfant. Hein. Quand on regarde au niveau des pathologies intrathoraciques chez l'enfant, les malformations sont bien plus fréquentes encore que les métastases tumorales et encore plus que les tumeurs primitives, avec des ratios de 65 et 1. Le mode de présentation est souvent très aspécifique.
Pour ce qui est de la tumeur myofibroblastique inflammatoire, donc elle est très rare, hein, moins d'1% des tumeurs pulmonaires, mais 50% des tumeurs pulmonaires bénignes de l'enfant sont des tumeurs myofibroblastiques inflammatoires. Alors, il y a plusieurs appellations dans la littérature avant qu'on tranche sur le nom actuel. Et donc, aujourd'hui, en tout cas, c'est reconnu comme une tumeur un peu borderline, avec un comportement incertain par l'Organisation mondiale de la santé. Peut-être juste un micro-point, parce que donc en médecine adulte, quand on voit quelque chose qui dit pseudotumeur inflammatoire et surtout granuloma plasmatocyte, qui est sans doute des termes qui datent d'avant la connaissance d'IgG4, ça, quand on voit ça, on se dit, ça, c'est un truc à IgG4. Hein. Bon, okay. Ça, c'est joli. Alors, la localisation de ces tumeurs myofibroblastiques inflammatoires, en fait, elle est décrite comme ubiquitaire, plus souvent décrite au niveau des poumons et des zones orbitaires. Il y a des articles qui parlent de ce type de tumeur, y compris au niveau cervical, y compris au niveau cérébral, à proximité du médiastin, au niveau digestif. Il y a une publication récente faite par une équipe de pédiatrie de Saint-Pierre avec une forme de tumeur myofibroblastique inflammatoire de la vessie. Les métastases sont quand même décrites comme exceptionnelles, a priori pas d'autres ratios liés au sexe. Comme vous voyez, les symptômes sont très, très peu spécifiques, parfois même asymptomatiques. Mais donc, la fièvre peut en faire partie, hein, les douleurs, la toux. On ne parle pas de rash, malaire. Et le syndrome inflammatoire est souvent associé. Sur le plan radiologique, on décrit des masses solides bien délimitées qui font parfois jusqu'à 12 cm, des localisations préférentielles dans les lobes inférieurs, parfois des calcifications ou même des ossifications intratumorales et des cavitations intralésionnelles, avec parfois même un épanchement qui peut apparaître, ou des adénopathies satellites, ce qui était un peu le cas en tout cas pour les adénopathies, c'était un peu le cas de Paul. Le diagnostic histologique nécessite une pièce opératoire complète. Ils insistent pour que la pièce soit prélevée intégralement, parce qu'ils disent en fait qu'un certain nombre d'autres tumeurs pulmonaires peuvent être en périphérie avec des cellules qui pourraient faire penser à tort à une tumeur bénigne de type myo-inflammatoire et qui seraient juste en fait des cellules réactionnelles en périphérie d'une autre tumeur. Et donc, le diagnostic repose sur l'anapathe complète. Alors, il y a quand même quelques signes d'agressivité histologique, des fois une nécrose, des atypies cytonucléaires, les mitoses, la cellularité, l'envahissement vasculaire. Le premier choix pour ce type de tumeur, c'est l'exérèse chirurgicale complète. Alors, il y a parfois un problème qui est lié à la difficulté technique de pouvoir tout retirer. Et donc, il y a quand même des protocoles qui existent de chimio, d'immunothérapie ciblée sur des récepteurs ALK. Il y a une description qui a été faite de traitement par corticothérapie avec une rémission relative. Les récidives sont rares et le PET scan a l'air quand même très sensible, mais pas très spécifique, ce qui était un peu le cas de Paul, puisque finalement, il a capté de manière évidente, mais sans pouvoir nous donner un diagnostic très précis. Pour du fibrosarcome pulmonaire, le diagnostic retenu, juste pour vous rappeler que c'est une tumeur très rare, en particulier au niveau des voies respiratoires, que c'est une tumeur qui est d'agressivité plutôt intermédiaire, qui est quand même rarement métastatique. C'est la plus fréquente des tumeurs des tissus mous chez les enfants de moins de 2 ans. Et elle est associée très régulièrement à cette fameuse translocation ETV NTRK3 dans 70% des cas. Et ça devient même l'objet d'un ciblage thérapeutique dans la prise en charge, en particulier pour les tumeurs dont l'exérèse complète est impossible. Ils ont essayé, il y a un médicament qui est maintenant reçu un accord de remboursement qui s'appelle le Vitrakvi, qui est un inhibiteur sélectif de ce récepteur qui est surexprimé dans ce type de tumeur et qui permettrait de faire fondre les tumeurs pour avoir un meilleur accès pour une exérèse complète. La place de la radiothérapie, comme ça touche parfois des zones où il y a des os en croissance, elle est discutable parce qu'il y a un risque potentiel d'effets secondaires long terme, mais elle est utilisée parfois. Et il y a quand même 80% de guérison annoncée et 90% de survie à 10 ans. Alors, je ne sais pas si vous avez des choses à dire, et puis après, je ne veux pas vous retarder, je vais vous faire part d'une petite réflexion qu'on s'est faite à l'issue de ces 2 cas cliniques. OK, ben, allons-y. Oui, OK. Alors, nous, ce qu'on s'est dit, pardon. Alors, donc, on s'est dit, donc, en pédiatrie, finalement, la fièvre, c'est un motif très régulier de consultation ambulatoire, et les fièvres prolongées, finalement, d'hospitalisation pour des bilans plus in extenso en milieu hospitalier, bilan sanguin, imagerie standard, bilan bactérieux, sérologique, bilan cardio, ORL, pardon. Mais quelle est vraiment la place du PET scan dans cette indication en pédiatrie, puisque, en pratique, en tout cas, la réflexion qu'on s'est fait à l'issue de ces 2 cas-là, c'est que ça faisait au moins 10 ans qu'on n'avait pas demandé de PET scan pour des enfants hospitalisés, et qu'ici, en tout cas, on a le sentiment que ça nous a un petit peu aidé. Quand on revoit l'organigramme que je vous ai montré tout au début, on voit qu'en fait, le PET scan apparaît ici, en 3e intention, hein, quand finalement tous les autres examens n'ont rien apporté de très probant.
Et donc, il y avait une réflexion à avoir par rapport à ça. On s'est demandé si on a eu tort ou raison. En tout cas, pour Lily, on a le sentiment que le PET scan a pu permettre d'aider au diagnostic du lymphome après 3 mois d'errance diagnostique et d'examen relativement large. Et dans le cas de Paul, alors peut-être fort de l'expérience aussi qu'on avait eue, le PET scan n'a peut-être pas donné de diagnostic précis, mais intégré aux autres résultats, il a justifié en tout cas qu'on aille un peu plus loin et qu'on finisse par lui faire une biopsie transbronchique qui apportera le résultat. Alors, je regarde un peu ce qu'on disait dans la littérature pédiatrique. Il n'y a pas des tonnes d'articles, hein, puisque c'est quelque chose de finalement pas nécessairement utilisé en routine pédiatrique pour les examens de mise au point de température prolongée. Alors, il y a un article paru dans une revue d'imagerie médicale et en particulier d'imagerie moléculaire, où ils ont analysé de manière rétrospective sur 9 années dans un hôpital académique des Pays-Bas, des patients de 0 à 18 ans. Il y a eu 110 enfants hospitalisés dans des contextes de température prolongée. Alors, comme ils n'avaient pas nécessairement mis clairement température prolongée à partir de 8 jours, ils ont aussi pris tous ceux qui avaient la température même un peu avant 8 jours. Mais globalement, la durée moyenne de ces températures était de 25 jours. Alors, les diagnostics retenus, il y a quand même 42 enfants qui n'ont pas eu de diagnostic précis trouvé, quels que soient les examens qui ont été faits. Et dans les 68 autres, on voit qu'il y a eu entre autres des diagnostics d'endocardite qui ont été posés, d'arthrite juvénile, de cholangite, d'abcès abdominaux, etc., pendant ces longues hospitalisations. Et quand eux analysent leurs chiffres, notamment par rapport au PET scan et aux résultats du PET scan, ils ont le sentiment que 53 PET scans sur 110, donc c'est à peu près 48%, ont une contribution positive. Ils ont contribué à aider à la mise au point de diagnostic d'endocardite, d'arthrite juvénile idiopathique, de maladies inflammatoires digestives. Ils ont quand même eu 10 faux positifs, 10 fois où le PET scan a un peu attiré l'attention sur une suspicion lymphome qui finalement n'en était pas un, sur un éventuel foyer de pneumonie qui n'en est pas, sur une éventuelle maladie inflammatoire digestive qui finalement n'était pas avérée, sur une atteinte cellulaire, enfin une cellulite, une réaction inflammatoire cellulaire qui n'en était pas, une vasculite éventuelle. Ils ont quand même eu 9 faux négatifs aussi, c'est-à-dire un PET scan qui ne captait absolument pas et où finalement, a posteriori, le diagnostic reçu au moment de la sortie, c'était quand même une endocardite, une arthrite juvénile, un lupus, ou une arthrite. Il y a eu 42 cas sur les 110, donc 38%. Finalement, il n'y a pas eu de cause identifiée, mais eux ont considéré que c'était des des vrais négatifs, puisque en fait, ces patients finalement guérissent spontanément et qu'on n'a jamais eu de diagnostic. Et donc, 58 patients sur 110, ils ont eu le sentiment, mais c'est compliqué parce que c'est une étude rétrospective et donc, ça ne savent pas exactement ce qui s'est passé dans la tête des thérapeutes. Ils ont eu l'impression que peu après le PET scan, il y a eu des adaptations de prise en charge thérapeutique et donc que probablement, dans 53% des cas, le PET scan avait eu un impact sur l'adaptation du traitement. Alors, eux, dans leurs chiffres, ils ont une sensibilité pour l'examen de 85% et une spécificité d'autour de 80% et une valeur prédictive positive de 84% et négative de 80%. Et ils ont l'impression que l'élévation de la CRP est corrélée à un examen qui sera d'autant plus contributif si on fait le PET scan. Ils ont fait le même type d'analyse sur les globules blancs, mais ça ne s'est pas retrouvé dans d'autres articles. Et donc, eux disent que c'est plutôt l'inverse avec les globules blancs. Quand ils sont bas, c'est parfois mieux. Il est clair que plus tu raccourcis le temps entre la fièvre et la réalisation du PET scan, moins il va être contributif. C'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'ils ont énormément de situations sans diagnostic, qui sont probablement des virus qui passent tout seuls. Ouais, donc, je absolument. crois que je ne dis pas qu'il faut attendre 3 mois comme on a fait ici voilà, pour le premier cas, mais enfin bon. Voilà, c'est la réflexion que j'ai faite en lisant cette étude. Je pense qu'ils ont embrigadé un peu trop de patients dans leurs études et donc ils ont des chiffres qui sont peut-être un peu surprenants. Quoi qu'il en soit, eux considèrent que l'examen est utile pour la mise au point diagnostique des fièvres prolongées, qui permet une évaluation full body en une fois, et peut-être parfois de ne pas perdre de temps, qu'il a un impact significatif sur l'adaptation du traitement, en tout cas c'est leur ressenti, et qui a peut-être un intérêt quand même pour essayer de mieux cibler les patients qui en auraient besoin, de tenir compte de la CRP. Alors, il y a une autre étude qui je trouve est un peu mieux menée, qui parle des bénéfices potentiels et aussi des challenges du PET scan dans la prise en charge des fièvres d'origine indéterminée chez l'enfant, qui a été publiée en 2022. C'est une étude rétrospective qui a été faite dans un centre tertiaire à Copenhague, au Danemark, qui reprend tous les patients de 2015 à 2020 hospitalisés pour fièvre prolongée d'origine inconnue. Les diagnostics finaux qui ont été retenus, c'était des cancers dans 11% des cas, des pathologies infectieuses dans 23% des cas, 43% de maladies inflammatoires, et puis autres, c'est des maladies finalement non identifiées, mais avec une résolution spontanée. Donc finalement, chez tous ces patients qu'ils ont eus, il y en avait 819 qui avaient été hospitalisés dans ces contextes-là, il n'y a que 35 patients, donc 4% seulement, qui ont bénéficié d'un PET scan. Et le PET scan avait été réalisé avec une durée médiane de fièvre à peu près de 6 semaines d'évolution.
Alors, ils parlent, eux, de fièvre continue et ou récurrente. Récurrente, ça veut dire qu'il y a eu de temps en temps des petites pauses, mais de maximum 48-72 heures. Alors, ils ont fait la différence entre les patients qui avaient cliniquement l'air d'avoir un foyer focal et ceux qui n'en avaient pas. Et donc, dans ceux qui n'avaient aucune lésion focale identifiée par les examens conventionnels d'imagerie, le PET scan a été diagnostiqué à 3 reprises, donc 3 sur 18, en montrant une fois une histocytose et 2 fois des artérites de Takayasu qui, en fait, touchent les vaisseaux de gros calibre. C'est sans doute l'intérêt du PET scan dans ce cas-là. Ils ont quand même considéré que c'était peu contributif à 6 reprises, donc 6 patients qui avaient des maladies inflammatoires avaient finalement des PET scans très peu contributifs avec juste une captation globale de la moelle et de la rate, mais sans qu'on puisse nécessairement dire si c'était normal, pas normal, et donc un peu compliqué. Il y a eu 7 vrais négatifs, en tout cas eux l'ont été comme ça, à savoir que ça ne montrait rien, mais que par ailleurs les enfants ont guéri spontanément. Il y a eu quand même un faux positif, le PET scan a capté sur un appendice suspect d'une atteinte appendiculaire. Le patient est opéré, finalement il n'avait rien du tout à l'appendice. Et il y a eu un faux négatif, ça c'est peut-être un peu plus ennuyant, puisqu'il n'y avait rien du tout. Et finalement, a posteriori, il s'est avéré sur une ponction de moelle que l'enfant avait vraiment une leucémie. Alors, dans les 17 patients qui, eux, avaient une suspicion clinique avec un foyer radiologique isolé, alors c'est assez marrant parce que finalement, c'est un peu la même histoire que Paul. Tous ces patients-là avaient d'abord été considérés comme des pathologies infectieuses initialement, mais c'est parce qu'il y avait une mauvaise réponse thérapeutique, parce que la microbio était strictement négative, parce que l'imagerie était douteuse pour une éventuelle pathologie oncologique, qu'ils ont décidé de faire le PET scan. Et donc, dans ces cas-là, ils ont quand même eu 3 diagnostics, alors pas nécessairement oncologiques, puisque 2 cas, c'était des tuberculoses, mais un, c'était un sarcome d'Ewing. Et ils ont eu 13 examens sur les 17 qui sont considérés comme contributifs, mais pas suffisamment spécifiques pour donner le diagnostic, mais qui ont notamment aidé à confirmer la lésion locale, l'absence d'autres foyers hypercaptants, et qui ont aidé, dans la majorité des cas, à pouvoir faire les examens qu'il fallait pour documenter une fois pour toutes. Ils expliquent malgré tout qu'il y a toujours un problème de spécificité puisqu'il y a une difficulté à définir si c'est plutôt inflammatoire, plutôt infectieux, plutôt tumoral. Et ils ont eu un vrai négatif, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y avait rien chez ce patient, même s'il avait un foyer focal, il n'a finalement ni infection ni tumeur. Je pense que dans ce cas-ci, c'était plutôt une fièvre médicamenteuse. Et donc, eux concluent que peut-être il faudrait faire ces PET scans un peu plus rapidement que ce qu'on fait en routine en pédiatrie, pour avoir notamment cette fameuse évaluation full body assez rapide. Ils disent que c'est utile, parfois diagnostique, mais au moins souvent contributif pour exclure les lésions étendues et viser à mieux guider les biopsies et ou les examens complémentaires. Mais il continue à dire qu'il y a quand même 3 challenges qu'il faut tenir à l'œil, à savoir qu'il y a 50% de captation aspécifique au niveau des os et de la rate qui pourrait du coup porter un vrai problème, et qu'il y a quand même un certain nombre de faux négatifs dans certaines pathologies inflammatoires pédiatriques qui ne sont pas si rares. Dans le Kawasaki, parfois les PET scans sont strictement négatifs, les arthrites juvéniles aussi. Il y a un manque de spécificité assez régulier, c'est-à-dire encore une fois ce problème pour différencier inflammation, infection et tumeur. Et puis il y a quand même de temps en temps des faux positifs, notamment l'histoire de l'appendicite, mais ce n'était pas que ça. Il y avait eu d'autres cas décrits dans la littérature, dans d'autres articles. Et puis le faux négatif qui pose un vrai problème puisque ce patient avait finalement une leucémie. Et donc ils disent bien sûr que le fait que le PET scan soit négatif, et surtout si l'enfant continue à avoir un état général altéré, ne justifie certainement pas qu'on en reste là et qu'il faut éventuellement continuer plus loin. Est-ce que vous avez des commentaires? Sinon, J'envoie les conclusions. j'envoie les conclusions. Alors, pour nous, les fièvres prolongées, et je pense que c'est le cas aussi en médecine adulte, reste un vrai challenge de médecine pédiatrique. Il y a bien sûr la spécificité liée à notre discipline, d'hétéroanamnèse, de gestion de la douleur, de limitation des examens invasifs irradiants et la nécessité des éventuelles narcoses pour certains examens. L'épidémiologie pédiatrique aussi, qui fait que les infections sont quand même beaucoup plus fréquentes que les maladies inflammatoires et ou oncologiques et ou génétiques. Le PET scan, je pense qu'il a vraiment son rôle à jouer. Probablement qu'on n'y pense pas assez souvent, mais il faut garder à l'esprit qu'il est peu contributif pour certaines pathologies inflammatoires assez régulières en pédiatrie, en tout cas assez fréquentes, et qu'il a parfois un manque de spécificité. Et donc, moi, je pense qu'il doit rester en soutien à des diagnostics présomptifs, en tout cas pour mieux cibler les zones à biopsier, exclure des foyers hypercaptants quand on est parti sur une hypothèse diagnostique et que peut-être il y a quelque chose d'autre qui nous a complètement échappé. Et bien sûr, complémenter des images suspectes à l'imagerie conventionnelle, sans oublier qu'il y a et des faux positifs et potentiellement des faux négatifs aussi. Et donc, que ça reste malgré tout une intégration globale de tous les éléments qu'on a à notre disposition avant de se fixer exclusivement sur le PET scan. Voilà. Il me reste à remercier l'équipe de pédiatrie pour la prise en charge de tous ces patients hospitalisés, le professeur Kogan pour son aide dans la prise en charge de Lily et sa supervision bienveillante pour aujourd'hui, Madame Dont qui nous a aidé bien sûr pour la mise au point diagnostic de Paul, et toute l'équipe d'oncologie pédiatrique de Saint-Luc qui a pris en charge ces patients après leur séjour chez nous et qui ont contribué à leur guérison.
Merci beaucoup, Philippe. C'était vraiment extrêmement intéressant. On va arrêter le partage. Voilà. Maintenant, pour le PET scan, moi, j'aurais comment dirais-je, une conclusion différente par rapport au PET scan. Comme ça, on le verra plutôt dans l'axe. Parce que finalement, on le demande. Quand est-ce qu'on le demande? On le demande dans une situation inflammatoire où les différents diagnostics, je dirais, systémiques sans lésion focale n'a pas abouti. Et donc, on va aller chercher, comme on l'a fait ici, soit des lymphomes profonds, soit, comme dans un des cas que tu as dit, de vasculite des gros vaisseaux. Et si c'est négatif, eh bien, ça nous ramène à la première case en disant on est passé à côté d'une maladie générale sans localisation et de reconsidérer maladie de style, etc. Donc, finalement, le fait que ça soit négatif, ce n'est pas nécessairement un faux négatif. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas contributif pour aller identifier une lésion, mais il est contributif pour renforcer dans l'idée de quelque chose qui serait une endocardite bactérienne, voilà, c'est un style, etc. Ou une leucémie, on a vu des cas de leucémie alleucémique et de se dire, bon, est-ce qu'on n'a pas fait une moelle? Il faudrait quand même faire une moelle, etc. OK, bien. Mais voilà, je pense que je crois qu'on récidivera dans des cas de jonction pédiatrie adulte. Je pense que c'est une bonne... C'était une opportunité. Il y en a d'autres dans des maladies métaboliques, des maladies génétiques, etc., comme on a eu l'occasion d'en discuter à deux. Très bien. Eh bien, merci à tous les intervenants, merci aux pédiatres et à la semaine prochaine.